Toujours dans l'actualité nationale, le président Guelleh préside les travaux du Conseil de paix. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Thaïlande, un soldat a abattu une tuerie dans un centre commercial. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Les travaux du 33e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce matin à son siège. Un sommet porté au cœur des discussions la problématique des conflits armés sur le continent africain, dont notamment le chaos que le Libye, le désastre du Sahel, mais aussi la crise politique du Sud-Soudan, et parmi tant d'autres endroits. Et c'est cette perspective de remédier à ces problèmes que le thème choisi a été cette année celui de faire taire les armes et créer des conditions propices au développement. Un thème audacieux et noble, mais qui reflète une volonté commune pour un continent exempté de conflits, à faire de la paix une réalité pour tous les peuples et à débarrasser le continent des guerres, des conflits civils, des catastrophes humanitaires et des conflits violents et de prévenir le génocide. Autre question abordée a été la mise en œuvre progressive en juillet dernier à Niamey et qui a donné lieu à d'intenses négociations, la zone de libre-échange continentale, connue sous l'acronyme la ZLECA. Plusieurs chefs d'État et de hauts cadres de l'Union africaine, dans leur allocution, se sont attardés sur la zone de libre-échange continentale, estimant qu'il s'agit d'un projet de portée stratégique qui interpelle tout le continent et exige des pays africains la maîtrise de tous les aspects de cet ambitieux projet. Il est convenu ainsi que la paix et la stabilité sont essentielles si l'Afrique veut voir des avantages tangibles à la mise en œuvre de l'accord prévoyant la création de la zone libre-échange continentale africaine. Cette 33e session des chefs d'État et de gouvernement a aussi été l'occasion pour le président en exercice, l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi, de passer le témoin à son successeur, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, qui a pris les rênes de cette noble institution panafricaine pour cette année 2020. Lors de son intervention au 33e sommet des chefs d'État et de l'Union africaine à Addis Abeba, le président a annoncé la composition du bureau de l'Union et les pays qui va assurer la présidence tournante de l'Union l'année prochaine. En sa qualité de doyen général du groupe africain, a l'honneur de communiquer la composition du bureau de la 33e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine au titre de l'année 2020. L'Afrique australe, République d'Afrique du Sud, président. Afrique centrale, République démocratique du Congo, premier vice-président. Afrique de l'Ouest, République du Mali, deuxième vice-président. Afrique de l'Est, République du Kenya, troisième vice-président. Afrique du Nord, République arabe d'Égypte, rapporteur. Enfin, j'ai l'honneur de vous informer que la République démocratique du Congo a été retenue pour la présidence de la conférence de l'Union africaine au titre de l'année 2021. Dans son discours, le président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, a remercié le Premier ministre éthiopien pour sa gratitude et lui à son gouvernement ainsi qu'au peuple éthiopien pour l'accueil chaleureux et fraternel qui, comme à l'accoutumée, nous a été réservé, a-t-il dit le chef de l'État, à moi et à ma deux délégations depuis notre arrivée dans votre beau pays. Je souhaiterais ensuite, a-t-il dit le chef de l'État, m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous présenter à tous et à toutes mes vœux les meilleurs pour cette année qui débute. Écoutons le chef de l'État. Excellence, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Monsieur le président de la Commission, Mesdames et Messieurs d'emblée, je voudrais adresser à Monsieur le Premier ministre, Dr Abiy Ahmed, mes plus vifs remerciements et à ma gratitude à vous, à votre gouvernement, ainsi qu'au peuple éthiopien pour l'accueil chaleureux et fraternel qui, comme à l'accoutumée, nous a été réservé à moi et à ma délégation depuis notre arrivée dans votre beau pays. Je souhaiterais ensuite m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous présenter à toutes et à tous mes vœux le meilleur pour cette année qui débute. Je souhaite
paix, sécurité, stabilité et prospérité à notre continent. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, faire taire les armes en Afrique n'est pas un choix, mais un impératif. À juste titre, notre Assemblée s'est engagée en 2013 à ne pas léguer le fardeau du conflit et de la destruction à la prochaine génération d'Africains. Et nous nous sommes engagés à mettre fin à toutes les guerres d'ici 2020. Nous sommes aujourd'hui arrivés à la date fatidique. Certes, nous sommes bien loin de notre objectif, mais cela ne veut pas dire non plus que nous avons dormi sur nos lauriers. Car depuis le premier balbutiement de notre organisation, nous avions mis en place un centre de gestion des conflits qui a été continuellement réformé afin de répondre aux besoins de notre continent, et c'est jusqu'à son format actuel qui est l'APSA, Architecture africaine de paix et de sécurité. Alors, que faire pour empêcher cette persistance ou la résurgence des conflits dans certaines parties de notre continent? À mon sens, l'édification des sociétés résilientes est essentielle pour faire taire les armes à feu. En 3. Premier lieu, cela implique des institutions fortes qui répondent aux besoins des citoyens, une bonne gouvernance et une politique inclusive. Ces dernières années, le continent a fait de grands progrès, non seulement dans l'approfondissement de la démocratie et des institutions démocratiques, notamment grâce à la mise en œuvre de l'architecture de gouvernance africaine telle que le MAEP, mais également au niveau du développement des connaissances, des compétences et de l'expertise dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique. En second lieu, nous devons rester forts et vigilants, à la fois dans nos capacités de dissuasion, de prévention et de réaction. Il nous faut rester à l'écoute de la population en encourageant la création de plateformes facilitant les dialogues et leur participation au processus politique et économique afin de promouvoir l'équité. Il nous faut également accélérer le développement en éliminant la pauvreté et les inégalités, s'attaquant ainsi aux profonds facteurs structurels des conflits africains. Il nous faut en outre renforcer les capacités locales et nationales de prévention et de gestion des conflits, afin que les femmes, le jeune, le chef du gouvernement, le chef religieux et autres puissent tous être formés afin de gérer les conflits à leur source et empêcher l'escalade ainsi de ces conflits. Il nous faut enfin les inciter à participer aux infrastructures de paix et à d'autres mécanismes. 4. Tels que les centres nationaux de coordination des interventions d'alerte précoce, les conséquences du changement climatique, entre autres, menaçant la sécurité alimentaire des populations et entraînant ainsi du déplacement des populations, apportent leur lot de conflits intercommunautaires aux frontières. À titre d'exemple, dans les années 90, la région de l'IGAD connaissait une trentaine de conflits intercommunautaires, une prolifération d'armes légères, beaucoup de conflits pastoraux transfrontaliers. C'est dans cet esprit que nous avons mis en place en 2002 dans notre région le mécanisme SIWAL, qui réunissait Djibouti, Éthiopie, Kenya, Somalie, Ouganda, Soudan et Érythrée. Le Sud-Soudan a rejoint les SIWAL dès son indépendance. La mission principale des SIWAL était d'évaluer les situations pouvant potentiellement conduire à la violence ou à des conflits et prévenir l'escalade, car ces disputes s'expriment aujourd'hui en armes automatiques, sans oublier les groupes terroristes en prédation, pour qui ces failles représentent des opportunités inespérées et à travers lesquelles ils prospèrent. Dans un second temps, le chef de l'État a rappelé qu'en dépit des progrès réalisés dans la pacification et la stabilisation du continent, les défis, rappelons-le, restent importants car de nombreux pays frères restent prisonniers du cercle vicieux du conflit violent en raison de la criminalité transnationale. Les prisonniers du cercle vicieux, la criminalité transnationale, du terrorisme et de la prolifération des armes légères et des petits calibres. Réécoutons le chef de l'État. En dépit des progrès réalisés dans la pacification et la stabilisation du continent, les défis restent importants, car de nombreux pays frères restent prisonniers du cercle vicieux des conflits violents en raison de la criminalité transnationale, du terrorisme et de la prolifération des armes légères et de petits calibres. Le terrorisme et l'extrémisme violent constituent une plaie dans notre continent
Une plaie qui laisse dans son sillage dévastation, désespoir et tragédie. Nous tous sommes exposés et chacun d'entre nous constitue une cible potentielle. Face à ces menaces, la coopération entre États ne se pose plus comme un devoir de solidarité, mais bien comme un impératif d'intérêt commun, car nos vies en dépendent. Djibouti abrite, à cet égard, les centres régionaux sur l'extrémisme violent, qui est un centre d'excellence dédié à la formation, au dialogue et à la recherche. Une multiplication de ces types de centres, une coopération étroite entre le pays, un partage d'informations permanent, l'éveil des consciences par des sensibilisations et la mise en place des remparts contre la manipulation des consciences, surtout auprès de jeunes, s'impose. Monsieur le Président, une Afrique sans conflit est bien entendu la responsabilité première des Africains. Nous sommes capables de faire de la paix une réalité viable et durable à travers notre continent. Mais comme l'adage le dit chez nous, une main ne se lave pas toute seule. Faire taire les armes à feu pour de bon nécessite la participation de tous. Nous l'avons vu. Le partenariat de l'Union africaine et des Nations unies a déjà porté ses fruits dans différents pays de notre continent. Je profite de cette occasion pour remercier le secrétaire général des Nations unies, M. Guterres, M. Moussa Faki et enfin M. Ramtan Lamamra qui ont travaillé en étroite collaboration pour la mise en œuvre de cette initiative. Ils ont en effet, au cours de 2 dernières années, développé et renforcé une capacité commune à détecter et désamorcer non seulement les crises avant qu'elles ne dégénèrent, mais à les résoudre également. C'est seulement unis et solidaires, chers frères, et parlons d'une seule et même voix, que nous allons pouvoir atteindre nos objectifs, car le défi est énorme. Une fois de plus, c'est un honneur et un plaisir qu'est d'être parmi vous. Je vous remercie pour votre aimable attention. Toujours en marge du sommet, le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, en début d'après-midi, dans sa résidence d'Addis Abeba, le président du Conseil de l'Europe, M. Charles Michel, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Cette rencontre a permis d'ouvrir les discussions sur les voies et les moyens de promouvoir et développer davantage les relations d'amitié et de coopération entre la République du Djibouti et l'Union européenne. L'état d'avancement des principaux dossiers autour desquels les deux parties entretiennent une collaboration fructueuse. Ont pris part à cette rencontre le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis et représentant aux Nations Unies, M. Mohamed Ziad Ali, et l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, M. Mohamed Idriss Farah Abane. Écoutons à présent le président du Conseil de l'Europe, M. Charles Michel. Sur l'ambition commune de renforcer le partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne, entre Djibouti et l'Union européenne. On a vu comment on a pu lutter ensemble pour faire reculer les menaces de la piraterie, essayer d'avoir plus de stabilité, plus de sécurité. On voit bien qu'il y a des enjeux. Le G5 Sahel, pour lequel le signal qui est donné par l'Union africaine de mobilisation important sera essentiel pour l'avenir. Et j'ai indiqué que l'Union européenne souhaitait prolonger, amplifier, intensifier les partenariats avec les pays africains pour faire reculer les menaces sécuritaires, pour faire reculer le terrorisme. Et surtout, moi j'aimerais que Europe et Afrique, on regarde l'avenir en se disant qu'on peut, grâce aux investissements, grâce aux infrastructures, grâce au développement, dans des partenariats de respect et de confiance, on peut de cette manière-là progresser davantage. Toujours en marge de ce sommet de l'Union africaine, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a réuni dans le Conseil de sécurité l'Union africaine, la question de la situation préoccupante libyenne et la crise du Sahel. Ces enjeux sécuritaires ont été au cœur des discussions pour proposer d'une seule voix une solution à la crise en Libye et le Sahel. Un Sahel qui cristallisait aujourd'hui les enjeux à la fois sécuritaires, écologiques et démographiques internationaux, l'une des plus vulnérables au monde. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, le président de l'Égypte et président de l'Union africaine, le commissaire à la paix et à la sécurité, M. Ismail Chergueï, des présidents africains et diplomates, toutes concernés par la question libyenne et la question du Sahel. Cela traduit la détermination africaine à prendre l'initiative de déterminer son destin et de relever les défis de la paix, de la démocratie ainsi que de la sécurité.
Le chef de l'État a prononcé un important discours lors de l'ouverture des travaux du Conseil de paix et la sécurité de l'Union africaine, que je vous propose de l'écouter. Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Moussa Faki Mohamed, président de la Commission, et Monsieur Ismail Chergui, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Mesdames et Messieurs, permettez-moi à l'entame des meilleurs propos de remercier mon frère, le Premier ministre de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, le Dr Abiy Ahmed, ainsi que son gouvernement pour l'accueil chaleureux dont j'ai fait l'objet depuis mon arrivée dans cette belle ville d'Addis Abeba. Je souhaiterais également adresser mes vifs remerciements à la Commission de l'Union africaine pour l'excellente organisation de ce sommet du Conseil de paix et de sécurité sur la Libye et le Sahel. Enfin, avant de commencer nos discussions, je voudrais, en votre nom et au mien propre, renouveler nos sentiments fraternels de solidarité et de compassion, car l'année 2019 fut très meurtrière au Sahel et dans les régions du lac Tchad en raison de la multiplication des attaques des groupes terroristes. Mesdames et Messieurs, au moment où la République de Djibouti assume la présidence du Conseil de paix et de sécurité, je voudrais souligner l'impératif de ce sommet destiné à trouver une issue à deux crises intimement liées dans notre continent, notamment la crise en Libye et celle qui prévaut au Sahel. Nous en sommes tous conscients. La sécurité et la stabilité en Libye et par conséquent au Sahel sont partie intégrante de la paix, de la sécurité et de la stabilité du monde. La chute de l'État libyen en 2011 a été l'élément multiplicateur de l'embrasement de l'espace sahélo-sahélien. Dès lors, toute proposition qui se veut efficace doit nécessairement intégrer la résolution de la crise libyenne. Je ne vous apprends rien en disant que les interférences extérieures dans les affaires internes libyennes ont bouleversé l'échiquier régional, entraînant une déstabilisation du Mali, du Niger, du Burkina Faso et au-delà, ainsi que l'émergence d'acteurs malveillants qui fragilisent nos États, sèment la mort au quotidien, provoquent des réfugiés et personnes déplacées par milliers et détruisent les services sociaux de base. Depuis le début de la crise libyenne, l'Afrique a été marginalisée, frustrée dans ses efforts de solidarité avec leurs frères. Nous l'avons déploré à maintes reprises et aujourd'hui, la situation en Libye et ses conséquences sur toute une région sont révélatrices des limites du multilatéralisme chaque fois que l'Afrique n'est pas associée au règlement de ses propres problèmes. Dans la seconde partie, le président de la République, M. Ismail Merguele, a rappelé que les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à lutter contre le fléau des conflits et à y mettre fin, car ils constituent le principal obstacle au développement socio-économique du continent. Réécoutons le chef de l'État. Que nous récupérions nos prérogatives et que nous assumions nos responsabilités, reconsidérant collectivement cette situation et en expérimentant une autre nouvelle voie. C'est pourquoi notre réunion se doit de proposer une feuille de route claire et exhaustive afin de répondre aux défis de l'instabilité multidimensionnelle dans l'espace sahélo-sahélien. 3 points méritent d'être abordés sans tabou. Premièrement, quelle est notre stratégie à court, moyen et long terme? Où en est le processus d'élaboration? Tient-elle compte de la spécificité des menaces dans la région sahélo-saharienne? Quels en sont les objectifs et les priorités au regard de la corrélation entre crise libyenne et instabilité au Sahel? Ne faut-il pas adopter une stratégie unique? Deuxièmement, que proposons-nous au regard du règlement des crises politico-sécuritaires actuelles? Pour citer notre frère le président Pierre Buyoya, il y a un embouteillage dans le Sahel. Tout le monde veut faire ou veut être vu en train de faire quelque chose. Par conséquent,
il convient d'identifier et surtout d'opérationnaliser la plus-value de l'Union africaine en complémentarité avec l'existant, notamment la CEDEAO, la force conjointe du G5 Sahel et la force multinationale mixte. Enfin, comme je l'ai dit à Brazzaville, il est impératif de revoir notre dispositif. Nous avons actuellement un comité ad hoc pour la Libye, 2 hauts représentants du président de la Commission dans la région, 2 chefs de bureau de liaison, une mission pour le Mali et le Sahel, 2 bureaux de liaison en Libye et au Tchad. Cette configuration est-elle optimale? Ces entités disposent-elles de ressources financières et humaines adéquates pour remplir leur mandat dans un environnement volatile? Pour rappel, en septembre 2019, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont engagés lors de leur dernier sommet extraordinaire de mobiliser $1 milliard sur 4 ans pour lutter contre le djihadisme dans la région. J'ai proposé à mon tour à Brazzaville que nous mobilisions des fonds pour la paix afin de financer les initiatives africaines dans cette crise grave. Il est crucial que le Conseil se prononce sur cette question. Le présent sommet, mesdames et messieurs, se tient quelques semaines après le sommet de Pau, la conférence internationale de Berlin et la réunion du Haut Comité de Brazzaville. Il convient de saluer toutes ces initiatives et particulièrement la coalition du Sahel, issue de la déclaration conjointe des chefs d'État du G5 Sahel et de la République française, qui comprend 4 piliers, notamment la lutte contre le terrorisme, le renforcement des capacités militaires, l'accompagnement pour le retour de l'État et de l'administration et enfin l'assistance au développement, tout en mettant en relief la centralité de l'Afrique. Si l'Afrique veut faire entendre sa voix et agir de manière efficace afin de contribuer à la stabilisation du Sahel, au bien-être des populations, il faut que nous apportions des réponses claires à ces questions. Avant de terminer, je voudrais adresser mes remerciements au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour son engagement ainsi que les efforts inlassables qu'il déploie dans une diplomatie agissante en faveur de la paix en Libye. Chers frères et sœurs, je vous souhaite de fructueuses délibérations. Je vous remercie. C'était le discours du chef de l'État, son Excellence Ismaël Marguerite, lors du Conseil de paix et la sécurité de l'Union africaine. Retour à Djibouti où le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui la visite de travail du vice-ministre de la Défense de la Turquie, de la République du Tchèque plutôt, Tomáš Kopečný. Le vice-ministre tchèque était accompagné de l'ambassadeur tchèque Pavel Majc ainsi qu'une délégation d'hommes d'affaires. Côté djiboutien, le chef d'état-major de la défense par intérim, le général de brigade Taher Mohamed Ali, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, ainsi que le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama Doualé, ont assisté à la rencontre. Après la traditionnel échange des salutations au cours duquel le ministre de la Défense a souhaité la bienvenue au vice-ministre tchèque, ces derniers ont remercié M. Hassan Omar Mohamed de l'avoir reçu et exprimé le plaisir éprouvé suite à cette rencontre. Tomáš Kopečný a partagé le souhait de revoir se développer les relations entre les deux pays et a annoncé l'établissement d'une coopération en matière de défense qui va dans le sens de cette volonté de renforcement du partenariat entre les deux nations. Aussi, la rencontre fut une occasion aux hommes d'affaires tchèques pour représenter au ministre de la Défense djiboutien les industries militaires civiles tchèques et leur innovation dans le domaine d'équipements militaires. Ce matin, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Daoualé, a reçu une délégation du FADES, conduite par Dr Samir Al-Qoutob et Dr Khalid Raja Sheikh, accompagné du conseiller du président de la République chargé des investissements, Fahmi Ahmed Al-Hag, et du directeur général de l'EDD, M. Jama Ali Guelleh. Les discussions ont porté sur les relations de partenariat entre les FADES et la République de Djibouti.
Le ministre a souligné la coopération historique entre la FADES et le gouvernement, plus précisément dans le secteur de l'énergie. C'est dans ce cadre que l'électricité de Djibouti compte réaliser le projet de développement du réseau et la création d'une nouvelle centrale de production électrique à Damirjoug. L'évolution économique importante de Djibouti va se traduire pour l'électricité de Djibouti à une croissance annuelle de plus de 10% de la demande à laquelle l'EDD ne saura la satisfaire sans une augmentation de ses capacités de production électrique et de son réseau de transport. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a reçu ce matin une délégation du Fonds arabe pour le développement économique et social, composée de Dr Samir Al-Qoutoub et Dr Khalid Raja Sheikh, introduite par le conseiller spécial du président de la République chargé des investissements, M. Fahmi Ahmed Al-Hag, et le directeur général de l'EDD, Jam Ali Gheli. La visite de la délégation du FADES s'inscrit dans le cadre du projet de développement du réseau électrique de la République de Djibouti. Rappelons-le, la FADES a en effet approuvé récemment le financement d'une centrale électrique de 100 MW fonctionnant en fuel et en gaz. Cette dernière, qui sera réalisée en 2 phases de 50 MW, sera construite dans la localité d'Emerjouk. Toujours dans le cadre de ce projet, il est prévu également la réalisation d'une série d'infrastructures annexes autour de ces centrales. Il s'agit notamment de la construction de 2 postes de transformation, une à Demirjouk et l'autre à Nagad. La réalisation d'une ligne de transmission aérienne de 230 kW et d'une longueur de 12 km entre le poste de Nagad et celui de Demirjouk, ainsi que la mise en place d'un câble souterrain sur une distance de 9,5 km entre le poste de Nagad et celui du Palmarais. Enfin, le projet prévoit aussi la réalisation d'un autre câble souterrain, mais 11 km entre le poste de Nagad et celui de Blaus. Selon le ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles, la construction de cette future centrale électrique vise à répondre à la nouvelle dynamique de notre économie, marquée par la réalisation de grands projets d'infrastructures, notamment portuaires. De son côté, le directeur général de l'EDD, Jam Ali Gheli, a rappelé que l'évolution économique conséquente de Djibouti va se traduire pour l'EDD par une croissance annuelle de plus de 10% de ses capacités. Basé au Koweït, le FADES est une institution financière régionale arabe axée sur le financement du développement économique et social en finançant des projets d'investissement publics et privés et en fournissant des subventions et de l'expertise. Ces activités sont caractérisées par un certain nombre d'aspects importants qui en font un modèle de coopération et de l'intégration économique arabe. Une réflexion sur l'action arabe commune en circulation. Autre actualité, le ministre de l'économie a organisé dans le cadre du dialogue public-privé un petit déjeuner de travail avec les dirigeants des banques de la place et les dirigeants des institutions financières au Palais du Peuple. Cette rencontre a vu la participation du ministre du Budget, Abdoukarim Ancher, et des hauts cadres du ministère de l'économie et des finances. Les thèmes de discussion ont porté principalement sur la réforme et la modernisation du secteur bancaire et financier. Le ministre a fait un rappel de toutes les initiatives et études que le gouvernement a à entreprendre afin que le secteur bancaire et financier contribue encore plus au financement de l'économie nationale. Plus précisément, dont les 2 ministres ont demandé aux dirigeants des banques de pouvoir s'exprimer sur le projet de feuille de route partagée avec les banques. Sans changer votre programme, parce que vous avez un programme, vous aussi, vous avez une vision, vous devrez faire des plus-values. Mais nous aussi, on doit construire l'État. Donc on doit s'appuyer. De son côté, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussadawale, a indiqué que le gouvernement sera toujours présent pour servir de tremplin afin de mieux servir les secteurs plutôt financiers du pays. Suite à une étude diagnostic qui a été réalisée par la Banque mondiale, qu'on a appelé diagnostic rapide du secteur bancaire en République de Djibouti. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur une stratégie nationale sur l'inclusion financière, avec d'un côté le PNUD, mais également avec une assistance technique de la Banque mondiale, toujours dans le domaine de l'inclusion financière. Plus récemment, il y a eu une revue sur la stabilité financière du secteur financier par le FMI et qui concerne bien sûr naturellement la Banque centrale, mais également
donc avec les banques de la place. Mais nous avons également en cours tout le processus de modernisation du système de paiement en République de Djibouti. La mise en place très prochainement d'un fonds souverain en République de Djibouti sous la direction du chef de l'État, mais dont nous pensons qu'en temps utile, le secteur bancaire et financier de Djibouti va également, donc les acteurs que vous êtes, auront l'occasion également de pouvoir échanger autour de cette initiative présidentielle que nous allons partager avec vous et expliquer davantage sur les tenants et les aboutissants, en tout cas sur les objectifs attendus de ces fonds souverains. Mais nous estimons qu'il y a lieu de travailler sur ces partenariats publics-privés, ces dialogues publics-privés, en tout cas dans ce secteur, et de pouvoir faire en sorte à ce que ce secteur puisse jouer un rôle beaucoup plus important dans les années à venir. Écoutons à présent l'interview du directeur des fonds de garantie. Aujourd'hui, au Palais du Peuple, une importante réunion de travail comme thème principal la réforme du secteur bancaire et financier. Cette réunion de travail, qui a été présidée conjointement par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, son Excellence M. Ilyas Moussa Dawale, et par le ministre du budget, son Excellence M. Abdelkarim Adencher. L'ensemble des dirigeants des banques et institutions financières étaient présents à cette réunion. Au préalable de cette réunion, l'ensemble des dirigeants des banques et institutions financières ont été sensibilisés sur le diagnostic du secteur bancaire et financier. En effet, le gouvernement a décidé de mettre tout en œuvre en impliquant activement les partenaires privés sous forme de partenariat public-privé. Au cours de cette réunion, les dirigeants des banques et des institutions financières ont statué sur les recommandations sous forme de feuilles de route et du portefeuille de projets. Suivront d'autres réunions comme objectif final l'amélioration du climat des affaires. Autre actualité nationale, une réunion de concertation s'est tenue au niveau du siège de l'association Club Bienveillance. Cette réunion, des femmes de cette association ont montré leur expérience qu'ils font comme le travail. Cette réunion a vu la présence de Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Madame la maire de Djibouti-Ville et la vice-présidente de l'UNFD, des parlementaires féminins et la présidente de l'association des clubs de bienveillance, la secrétaire générale de cette association et quelques femmes du quartier d'Ambouli. Enfin, ils ont discuté d'ensemble pour l'amélioration de cette association. De son côté, la ministre de la Femme et de la Famille a rappelé qu'un acte de bienveillance aide les plus démunis pour qu'ils puissent surmonter leurs épreuves et que c'est une belle initiative, qu'ils doivent suivre l'exemple de cette association Club de Bienveillance. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu tôt ce matin dans son cabinet ministériel l'expert de la FIFA, consultant en matière de football. M. Belhassan Malouche était présent à cette rencontre de hauts importants, le président de la fédération djiboutienne, M. Suleiman Hassan Wabri, le directeur technique Yann Danilou et M. Mohamed Omar au cadre de la fédération. Cette initiative visant à promouvoir l'envol du football national a été vivement accueillie par le gouvernement djiboutien. Le secrétaire d'État a mis l'accent sur la nécessité d'agrandissement et la mise en place d'une gestion appropriée avec le recrutement d'un personnel qualifié en faveur de cette structure qui, selon lui, suscitera l'engouement général favorable à l'éclosion des saines émulations et par conséquent de nouveaux jeunes talents à forte potentialité en matière de football. Une équipe conduite par la directrice de la santé, mère et enfant, Mme Fatouma
Ali Abdallah s'est rendu à Dikil pour discuter avec les autorités locales, des différents responsables en charge de la nutrition au niveau régional. Notons que cette consultation inclusive intervient à la suite d'une enquête nationale sur la situation nutritionnelle du pays. Grâce à l'appui technique de l'UNICEF, le programme national de nutrition va renforcer la réponse nationale à la malnutrition au niveau régional qui résulte d'une insécurité alimentaire qui diffère d'une région à l'autre. Le président du conseil régional et le préfet adjoint ont discuté avec l'équipe des cadres du ministère afin de planifier cette nouvelle stratégie qui soit adéquate pour la lutte contre la malnutrition. Département déconcentré au niveau de la région, de discuter avec eux sur le problématique de la nutrition, surtout de voir parce que il y a quelques mois, nous avons fait une enquête sur le SMART et les données des SMART, on a des données actualisées, les différentes poches là où nous trouvons les enfants malnutris. Aujourd'hui, on a dit qu'on va réviser parce que, comme l'a dit le discours qu'a fait le président du conseil régional et le préfet adjoint, le problème de la nutrition, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Il y a le ministère de l'Agriculture, nous avons déjà eu des réunions au niveau des régions, mais nous avons souhaité aussi écouter les différents acteurs qui se retrouvent dans les régions sur ce problématique, les ONG, les mamans présents, le CADI. En actualité internationale, au moins 27 personnes, dont l'assaillant, ont été tuées lors d'une tuerie dans un centre commercial de Korat. Le forcené a été abattu par la police dans un centre commercial à l'intérieur duquel il s'était retranché. Pour le Premier ministre thaïlandais, il s'agit d'un acte sans précédent. L'attaque aura duré près de 17 heures. Un soldat thaïlandais a été abattu lui aussi ce dimanche. Le suspect a finalement été abattu par des commandos d'élite durant une opération qui a mobilisé plusieurs centaines d'hommes, selon un porte-parole de la police thaïlandaise. Un policier a été tué au cours du raid et qui a duré plusieurs heures. Il a été touché et malheureusement, il n'a pas survécu, a annoncé le vice-premier ministre Hanuten Chanonkul. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.